parler de la tech américaine, pour changer. Ça a vaguement été une des thématiques du marché action cette année. Il s'est passé 2-3 trucs. Bon, la bulle, etc. Gustave, du fait de cette espèce de point culminant de valorisation dans la tech, on n'a parlé que de ça. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui se sont passées et qu'on n'a pas vues. Et là, des fois, on découvre des progressions sensationnelles, mais sur plein d'autres secteurs. Et vous êtes en train de nous expliquer que ça nous a peut-être fait perdre notre boussole de là où il faut investir et avoir l'œil. Donc, grâce à vous, on va pouvoir décrypter ça. C'est un effet volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MSCI World, c'est 70% US. Ça vous donne un ordre d'idée de cet effet volume, et donc c'est évidemment en trompe-l'œil. Parce qu'on parle de bulle IA systématiquement comme s'il n'y avait que ça qui montait, c'est-à-dire que les US et que les valeurs technologiques. Et pourtant, quand on regarde cette année, le bilan du S&P 500, son indice de référence, c'est plus 16%. Alors, ce n'est pas une mauvaise performance. C'est plutôt au-dessus même de sa moyenne long terme. Mais il y a d'autres indices, peut-être un peu moins fancy, qui ont beaucoup mieux marché. Donc, si je pense aux indices nationaux, je pense à l'Espagne, l'IBEX, plus de 40%. Le Brésil, qu'on n'a clairement absolument pas commenté de l'année, autour de plus de 35%. Et évidemment, la Chine, qui est aussi une autre manière de jouer en fait la même conviction, cette conviction technologique, avec le Hang Seng qui fait plus de 30% sur l'année. Et si je devais résumer, on pourrait continuer la liste longtemps. Qu'est-ce qui a marché cette année ? Tout ce qui n'était pas cher. Oui. Voilà. On était dans une optique value, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que ça reste quand même pas cher. Tous les indices que je viens de vous citer, on est sur des ratios, des bénéfices par action qui sont entre 10 et 15 fois, soit à peu près 2 fois moins que les États-Unis, et plutôt en dessous même de leur moyenne long terme à ces mêmes indices. Donc on voit qu'il y a de la réserve. Et ça, c'est évidemment pour les indices actions boursiers classiques. Maintenant, on parlera peut-être plus tard aussi d'autres actifs, comme évidemment les métaux, ont encore connu une année exceptionnelle. Et évidemment, l'argent, vous en parliez juste avant qu'on entre sur le plateau, qui a même dépassé l'or, donc avec des réserves de performance aussi très, très intéressantes. On va en reparler. La corollaire de ça, Mathias, c'est aussi que la tech termine l'année en plafonnant complètement. Et on a en même temps, en plus, vraiment des mouvements très violents de correction dès qu'il y a la moindre déception, et même quand il n'y a pas de déception finalement. Regardez Broadcom la semaine dernière, les résultats étaient absolument fantastiques. Moins 11. Parce que, globalement, ça reste cher, il y a du bénéfice à prendre et peut-être à investir ailleurs. Et est-ce que vous pensez que, c'est une fin d'année un petit peu compliquée pour la tech qui a tout approuvé et qui a besoin de pulvériser les consensus pour gagner encore du terrain ? Ou alors, est-ce que c'est un mouvement de correction qui risque de continuer sur le début de l'année prochaine, mais encore une fois, pour réinjecter, réallouer les fonds un petit peu ailleurs ? Alors, la tech IA plafonne. Ça, c'est assez clair, je pense. Et d'ailleurs, c'est plutôt sain, finalement. Enfin, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que les marchés deviennent plus exigeants avec Oracle, avec Broadcom, avec Adobe. Il y en a eu quand même un paquet, avec Nvidia aussi, dont on a vu que la réouverture du marché chinois ne suffisait pas à repropulser le titre vers le haut. Est-ce que d'autres types de tech peuvent prendre le relais en 2026, potentiellement le quantique et la robotique, qui sont les deux, tout à fait, les deux suivants probablement en termes de vague d'innovation. Est-ce que surtout, à mon avis, en 2026, on va mesurer les effets de productivité, les gains de productivité sur le reste de la cote de l'IA ? Ça oui. Et on a les résultats d'Accenture là, qui arrivent cette semaine, qui vont nous permettre d'avoir un ordre d'idée. On a les résultats de Micron aussi, très très cher, sauf erreur de ma part, Micron. Ah oui. Et donc, il n'est pas exclu que cette semaine, le narratif de... je dirais, si j'étais vulgaire, je dirais ça suffit les conneries, mais le narratif de... Voilà, le marché redevient exigeant avec les champions de l'IA, ça me paraît sain. Et c'est justement éviter qu'une bulle se forme. Si on achetait aujourd'hui du Broadcom ou du Nvidia comme des fous, là je serais inquiet. Le fait que ça plafonne comme ça. Et la semaine dernière, il y a un vieil indice dont on avait peu entendu parler, qui a bien fonctionné, qui est le Dow Jones. Les valeurs industrielles. Donc on peut espérer qu'en 2026, on puisse avoir de nouveau un propos plus diversifié que la simple question de la bulle sur l'IA.
même si, évidemment, les déboires de Nvidia, de Broadcom et d'autres, et d'Oracle, pourraient peser de manière générale l'an prochain. Mais cette semaine, on a vu qu'il y avait des relais, voilà, tout simplement. Mais oui, ce qui était intéressant, c'est record absolu sur le Dow Jones. Ensuite, le S&P a enchaîné, et d'ailleurs, Donald Trump s'en est enorgueilli en disant... Je l'ai raté, celle-là. Ah oui. Il en fait beaucoup en même temps. Les gens, les gauchistes aux cheveux bleus, comme d'habitude, me disent que ma politique économique, c'est n'importe quoi. Regardez, les marchés sont au plus haut, alors qu'il y avait juste le Dow Jones qui était en hausse. Le lendemain, record historique du S&P 500. Le Nasdaq n'y est pas. Le Nasdaq ne suit pas le mouvement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Gustave ? Oui, je pense qu'il y a deux éléments sur la bulle IA. Il y a les SaaS qui sont IA related, donc Adobe, Broadcom, etc. Et puis il y a les plays d'infrastructure. Et attention quand même à ne pas sous-estimer Oracle, qui a connu effectivement des grosses déboires en bourse ces dernières semaines, mais qui a quand même des vraies cartes à faire valoir, surtout si on considère que l'IA va commencer à se propager dans le reste de l'économie. Parce que Oracle a un petit atout, c'est qu'effectivement, ils vendent du cloud. Le cloud, c'est à destination de toutes les entreprises. Et contrairement aux autres gros providers de cloud, ça n'est pas un hyperscaler et donc pas un concurrent sur les plans serviciels. Donc, ils ont un énorme avantage concurrentiel sur la base des puces qu'ils ont à leur disposition, sur la base du stock avec lequel ils peuvent pourvoir une demande un peu plus forte. Je pense que Oracle, effectivement, c'était un des catalystes du narratif bulle IA, mais ça peut aussi, dans le cas d'un rebond, être un très bon play demain. Oracle aussi qui a subi un petit peu l'inquiétude des marchés parce que les résultats avaient beau être bons, ils étaient un petit peu meilleurs que prévu, mais peut-être pas assez. Mais surtout, ils ont encore annoncé des dizaines de milliards de dollars d'investissement, et ça a toujours été la problématique. C'est financé sur de la dette ChatGPT, et ça pourrait donner lieu à une émission complète qui est un petit peu plus discutable. Mais si la demande est là, et si ça n'est pas une bulle et qu'elle est effectivement structurelle, qui va être mieux placé pour servir cette demande qu'Oracle ? Pas grand monde. Qui est vraiment au milieu du truc. Alors évidemment, l'essentiel de ces mouvements dont on parle, aussi bien sur les valeurs traditionnelles que l'IA, ont comme origine le fait que les banques centrales sont très attentives au niveau de liquidité. Là, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. On a eu une décision de la Fed de baisser ses taux qui était intéressante, mais pas mal d'incertitudes pour la suite. L'annonce quand même d'un truc qui ressemble vaguement à du quantitative easing, même si officiellement c'en est pas, mais enfin il est quand même question de racheter des produits de dette et de faire repartir un petit peu à la hausse le bilan de la Fed. Qu'est-ce qu'il faut en penser justement de cette espèce de décision un peu bizarre, un peu en trompe-l'œil là, de Jerome Powell et des gouverneurs ? C'est la conséquence d'un marché un peu bizarre. Voilà. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des taux courts qui price des baisses de taux, ou qui priceaient toutes les baisses de taux, avec 70 bips de moins que le taux directeur pour le 2 ans, et de l'autre, des spreads de taux entre l'IG et le high yield, qui, eux, étaient plus resserrés que jamais. Donc, qui, au contraire, étaient plutôt dans une configuration expansionniste. Donc, vous avez d'un côté une configuration déflationniste sur les taux courts, et de l'autre, une configuration expansionniste sur les taux longs. Donc, en fait, Jérôme Powell et la Fed, plus globalement, ils essayent d'expliquer au marché, les gars, choisissez. Soit, effectivement, on va avoir un ralentissement et on va finir par contrôler cette inflation, et pas que par le chômage, soit, effectivement, on est dans une politique expansionniste, et dans ces cas-là, il n'y a plus vocation à baisser les taux. Et donc, la manière de le faire, c'est de dire, première étape, on ralentit effectivement la politique de baisse. Donc maintenant, il n'y a plus que 2 annonces, une en 2026, une en 2027. Et deuxième étape, parce qu'on n'est pas super confiant quand même, on va racheter, effectivement, on va promettre de racheter des T-bills de manière très très importante, donc des notes court terme, 40 milliards, je crois, sur le mois, et par ailleurs aussi un peu de soutien sur le repo. Donc, on voit que à la fois les marchés font pas exactement ce que la Fed voudrait, mais que la Fed est pas super confiante qu'en ajustant, ça va si bien se passer. En fait, on vit ce que j'appelle le moment normand de la Fed. C'est le moment peut-être ben oui, peut-être ben non. C'est ça. Donc on est sur un trou normand de fin d'année pour la Fed là, qui est complètement paumé. La réalité, c'est qu'il y a eu 6 décisions de la Fed sur les 100 dernières où il y avait un tel désaccord. Donc c'est un moment de désaccord d'abord. Et la bonne nouvelle, et c'est ce pourquoi moi je suis un grand fan de la semaine qui s'ouvre là, c'est qu'enfin on va récupérer
des données. Donc on va avoir des faits sur lesquels s'appuyer pour essayer d'anticiper. On va avoir demain le chômage américain de novembre, jeudi l'inflation de novembre, moi je l'attends vraiment de pied ferme, cette inflation de novembre aux États-Unis. Donc on va pouvoir se projeter ensuite vers les fêtes avec une vision un peu plus claire du début d'année prochaine. Évidemment, si le chômage américain est plus faible que prévu, si les créations d'emplois sont plus nombreuses que prévu, et si l'inflation est plus élevée que prévu, là, c'est pas un rallye du Père Noël qu'on va avoir, c'est un rallye du Père Fouettard. Oui, donc, et si d'un côté l'emploi se porte plus mal que prévu en novembre, et si l'inflation est relativement contenue en novembre, on pourrait avoir ce rallye de Noël la semaine prochaine. Mais à ce stade, je crois qu'on est rentré dans une période probablement de doute, quoi, de ventre mou et d'accalmie, j'espère, pour la fin d'année. Bon, on espère, en attendant que la prochaine saison de publication des résultats nous permette, et c'est mon grand espoir pour début 2026, de faire émerger d'autres thématiques. C'est-à-dire qu'on arrête de parler que de 5 boîtes. Je veux dire, il y en a des milliers. Et l'économie mondiale est plus complexe que Nvidia, OpenAI, Oracle. Oui, bien sûr. Et donc, le souhait que je formule, c'est que on puisse parler d'autres choses en début d'année prochaine. Et à mon avis, ce sera le cas. Il nous reste juste un petit moment, mais je voulais absolument qu'on en parle. Donald Trump est apparu dans un film dans les années 90. C'était « Maman, j'ai raté l'avion ». Là, le film, il pourrait s'appeler « Maman, je me suis trompé de Kevin ». En gros, Kevin Hassett, qui était le concurrent désigné, le favori de Donald Trump pour prendre la suite de Jerome Powell, là, ce week-end, dit « Non, vous savez, les propos de Donald Trump n'ont aucun impact sur la politique monétaire. » Il dit comme ça. Et d'un coup, Donald Trump dit « Oui, bon, finalement, je vais peut-être prendre un autre gars à sa place. » Il s'appelle Kevin aussi, il s'appelle Kevin Warsh, c'est un ancien membre du directoire de la Fed. Il a peur qu'il nous fasse une Jerome Powell. Il ne faut pas oublier que c'est Donald Trump qui l'avait nommé et que ça ne s'est pas du tout passé comme il prévoyait. Donc, est-ce qu'il ne prend pas les devants, là, Gustave ? Vous m'avez surpris par votre introduction, positivement. Non, peut-être qu'au contraire, il prépare son arrivée et que c'est quand même pas forcément le meilleur signal à envoyer aux marchés mondiaux que de dire la Fed est sous tutelle. Là, en l'occurrence, en faisant ça, il prend peut-être aussi tout simplement son émancipation qui est nécessaire pour que celle-ci soit crédible. Vous le disiez vous-même d'ailleurs la semaine dernière, Antoine, cette Fed, elle est loin d'être sous tutelle en reprenant l'exemple de Powell et la pluralité de ses membres. Bien sûr. Donc je sais pas si on s'est trompé de Kevin ou pas, mais l'avenir nous le dira. Il faut se plonger dans la lecture de l'art du deal du bouquin de Trump. Voilà. Et on y trouvera certainement la clé de son comportement actuel. Une chose est sûre, il ne peut pas se permettre de mettre la Fed sous tutelle l'an prochain. L'économie mondiale ne lui pardonnerait pas. Oui, absolument.